En fait, la démarche, si vous voulez, quand les gens arrivent, ils ont très mal, ils sont pliés en deux, entre guillemets. Leur expérience, elle est réelle, mais la démarche, ça va consister à exclure les pathologies graves qui constituent vraiment une infime partie des cas. Donc, c'est à ça que va servir l'examen clinique. Et donc, à partir de là, on peut commencer à rassurer le patient en disant, bon, bah là, vous avez mal au dos. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé sur Beurre FM, bonjour, bienvenue. Je suis très content de vous retrouver et on va parler ce matin d'un sujet dont on croyait avoir tout dit, le dos, avec mon invité Olivia Ferrand. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Alors vous êtes une jeune ostéopathe, vous êtes spécialiste de la prise en charge de la douleur. On vous connaît comment sur les réseaux sociaux ? Sous le pseudo de Touch of Science sur Instagram. Ah oui, d'accord, c'était en anglais. Ouais. Ah oui, parce que moi je le disais en français. En fait, j'ai commencé Science. anonyme et tout en anglais et après je suis partie sur le français. Voilà, et vous développez une vraie vision biomécanique du corps humain. On va essayer d'en parler ce matin. Et vous êtes là pour nous parler aujourd'hui du livre que vous venez de coécrire qui s'appelle « Tiens-toi droit, 50 idées reçues enfin démystifiées sur le dos » aux éditions Flammarion. Alors vous êtes une spécialiste de la prise en charge de la douleur, et de la douleur notamment du dos. C'est fréquent les consultations pour des douleurs au dos ? Alors effectivement, en tant qu'ostéopathe, ça constitue la majorité de mes patients. Et de toute façon, en fait, j'ai un profil qui est détaillé sur Doctolib où en fait, c'est vraiment le type de patient que je reçois. Je prends plus en charge les nourrissons, etc. Je me suis vraiment axée sur la prise en charge de ce qu'on appelle l'appareil neuromusculo-squelettique, donc torticolis, sciatique, lumbago, etc. C'est-à-dire que quand on parle du dos, on démarre au cou. Exactement. Hein, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Mais vous êtes vraiment une spécialiste de la compréhension, en tout cas, de la douleur et des langages de la douleur. Pour qui n'a jamais eu mal au dos, je crois que les gens ne peuvent pas comprendre ce que c'est. Avant d'y être passé, il faut quand même le dire. C'est sûr que quand ça nous arrive, c'est assez décontenançant et ça peut être inquiétant et d'où la profession des ostéos et des kinés pour aider à trouver des solutions, pour rassurer parce qu'en fait la plupart du temps il n'y a rien de grave qui se passe et c'est ce qu'on appelle des douleurs non spécifiques, donc qui ne sont pas liées à des causes graves. Voilà. Mais ça veut dire quoi, ça ? Parce que les gens arrivent, alors ils peuvent plus marcher, ils se tordent de douleur, parce que la douleur du dos, c'est vraiment, on va dire, handicapant. Et là, vous leur dites, mais je vous rassure, il n'y a rien de grave. En fait, la démarche, si vous voulez, quand les gens arrivent, donc ils ont très mal, ils sont pliés en deux, entre guillemets. Leur expérience, elle est réelle, c'est pas dans leur tête, ils sont pas fous ou quoi que ce soit. Mais la démarche, ça va consister à exclure les pathologies graves qui constituent vraiment une infime partie des cas. Donc, c'est à ça que va servir l'examen clinique. Et donc, à partir de là, on peut commencer à rassurer le patient en disant, bon, bah là, vous avez mal au dos. C'est un petit peu comme un rhume, si vous voulez. Ça arrive à une très grande partie des gens. La plupart du temps, ça se passe bien, ça passe tout seul. Et probablement que ça serait peut-être passé tout seul si vous n'étiez pas venu consulter. Mais c'est bien de venir pour être rassuré. Et donc on va trouver des solutions pour voir qu'est-ce qui vous fait du bien, quels outils vous pouvez mettre en place pour aller mieux tout seul et que vous n'ayez pas besoin de revenir. Alors moi j'ai un tapis du fakir que Nadia Elbouka m'a offert. Ça c'est pour le mal de dos. C'est pas le truc le plus pertinent a priori, si vous voulez. Merci. Quand on regarde les preuves, j'ai un collègue qui dirait que quand vous avez perdu vos clés, le premier truc que vous cherchez, c'est les poches. Vous n'allez pas chercher dans le frigo en premier. Donc, a priori, on va plutôt proposer des exercices pour le mal de dos. Mais si le tapis du fakir soulage, pourquoi pas, hein. Parfois, les clés, elles sont dans le frigo. Hein. D'accord, mais j'ai vu votre tête et bon, j'ai compris que vous teniez à rester poli et que c'était pas l'exercice numéro 1 que vous proposiez. Non, c'est pas ce que je propose en premier. Mais après, si les patients me disent ça me soulage, pourquoi pas. Hein. Ceux qui viennent consulter un ostéo viennent aussi parce qu'ils ont envie de se faire manipuler par l'ostéo et que l'ostéo les débloque, c'est-à-dire que c'est magique, on a mal au dos et on ressort de là, on est droit et on marche. C'est vrai qu'il y a cette conception autour de la profession d'ostéopathe particulièrement et de la thérapie manuelle. Ça correspond pas forcément à la réalité de ce qui se passe et au final, quand on pose la question aux patients, est-ce que vous avez une idée de moi, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous pour que vous alliez mieux ? La thérapie manuelle, elle ressort pas tant que ça au final.
Donc ça, c'est assez intéressant parce que nous, on projette et on s'imagine que c'est ce qu'ils veulent. Et au final, c'est pas forcément ce qu'ils vont nous dire quand on leur pose la question. L'idée de remettre droit, ça correspond pas forcément à une réalité anatomique. La thérapie manuelle, ça va soulager, ça va faire du bien. Mais on remet pas les choses en place. On sécrète des molécules antidouleurs et de bien-être qui sont très agréables. Et c'est pour ça qu'on peut avoir cette sensation un peu de truc magique à la fin de la consultation. Expliquez-nous. Vous êtes en consultation. Ouais. Votre ostéopathe vous manipule. Vous ressortez de là droit et en mobilité. Ouais. C'est pas parce qu'il vous a manipulé? Ça joue. Ça se prend en compte dans l'expérience, mais au-delà de juste vous avoir manipulé, il vous a rassuré, il vous a dit que votre dos il allait bien, que ça allait bien se passer, il vous a dit que vous pouviez bouger. Souvent, ce qui va se développer aussi quand on a de la douleur, ça va être l'appréhension au mouvement, parce que quand on a mal, on se dit peut-être que j'ai un truc de cassé, etc. Et on n'ose pas trop bouger. Et le fait de les rassurer là-dessus, sur le fait qu'ils peuvent bouger, ça va aussi participer au fait que ils vont se sentir libérés et plus mobiles. Parfois aussi, pendant la consultation, on peut faire des exercices avec eux et ils vont se rendre compte qu'en fait, ils sont capables de faire des choses dont ils ne se pensaient pas du tout capables avant. Et ça aussi, ça participe à la chose. Et la thérapie manuelle, ça fait du bien, ça sécrète des endorphines, etc. Ça, c'est sûr. Et ça marche d'autant plus que le patient a envie d'en recevoir. Il y a des gens aussi qui viennent consulter et qui disent « j'aime pas qu'on me touche et tout, mais on m'a dit que ça faisait du bien ». Et peut-être qu'on va essayer de ne pas toucher et de voir si on peut soulager autrement aussi. Alors, on dit avec ou sans les mains? Vous êtes une ostéo avec ou sans les mains? J'ai du mal à me passer de mes mains quand même. Ouais. Y a peu d'ostéos sans les mains. C'est vrai que la thérapie sans les mains, entre guillemets, donc, qui pourrait s'apparenter à des exercices ou rien que de la communication, c'est sans les mains, mais on communique tous avec nos patients. Ça a de plus en plus le vent en poupe, mais la thérapie avec les mains, elle n'est pas du tout à jeter à la poubelle. On n'en est absolument pas là aujourd'hui. Non. Et je pense que c'est juste un mouvement qui est en train quand même d'apparaître. Donc, c'est un mouvement qui est en train d'apparaître. Et du coup, il y a une espèce de guerre qui se crée, mais ce n'est pas une guerre qui est légitime et pertinente, quoi. Des études ont été menées sur la douleur de patients atteints de hernie discale, d'arthrose, de tendinite, de hanches de travers. Qu'est-ce que ces études nous apprennent sur la douleur de ces patients-là? Ça nous apprend que ce qu'on voit aux imageries, c'est pas forcément corrélé à l'expérience du patient. C'est-à-dire qu'on va retrouver des gens qui ont justement des modifications sur l'imagerie de leur hanche, des hernies discales sur les IRM, de l'arthrose sur les radios. Ces gens-là, ils n'ont pas forcément mal. Et on va faire des examens à des patients qui ont mal et on va absolument rien retrouver aux examens. Leur douleur, elle est pourtant réelle. Et donc, en fait, ça nous a appris que la douleur, c'est pas forcément corrélé avec ce qui se passe dans les tissus et que c'est une expérience générale. C'est un peu le système d'alarme du corps pour vous faire comprendre, peut-être pas qu'il y a un truc qui va pas, mais qu'il y a plein de trucs qui pourraient aller mieux. Parce que le stress, le sommeil, votre mode de vie, la sédentarité, etc., tout ça, ça va jouer en fait sur l'expérience et sur ce que le cerveau va vous faire expérimenter, justement. Vous écrivez que la douleur, c'est l'opinion du cerveau. Exactement. Mais ça veut dire quoi cette... Alors ça fait référence au modèle bayésien. En gros... Alors Schkoun, le modèle bayésien, là. C'est comme si vous étiez dans une pièce noire, complètement noire, et dans cette pièce, donc vous voyez pas, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de goût, vous entendez rien. Et ça, c'est un peu ce que ça fait d'être un cerveau. C'est-à-dire que vous captez rien, vous avez juste des influx électriques qui vous parviennent de l'extérieur, et votre rôle, c'est à partir des influx électriques de deviner ce qui se passe en dehors de la pièce. Et donc en fait, c'est ça, le cerveau, il reçoit pas la douleur, il reçoit plein d'informations, et si il interprète que ces informations, elles craignent, et peut-être qu'il va vous faire expérimenter de la douleur. Mais en fait, c'est pas... il n'y a pas le dos qui va envoyer douleur directe dans le cerveau. Et ça va être modulé par le sommeil. S'il a mal dormi, il va dire que ce jour-là, aujourd'hui, ça craint plus. Et aujourd'hui, je vais peut-être avoir plus mal. Ou aujourd'hui, peut-être qu'on va se bloquer le dos.
Il y a une expérience dont vous parlez, c'est l'expérience d'une surfeuse, la surfeuse Bethany Hamilton, qui s'est fait dévorer le bras par un requin alors qu'elle attendait une vague. Exactement. Vous nous expliquer un petit peu ? Alors, cette surfeuse, elle est très connue du coup. Donc effectivement, elle s'est fait dévorer le bras quand il y avait un requin qui l'attaquait. Et pour rejoindre la plage, elle a dû nager. Et elle s'est rendue compte, en fait, seulement sur la plage qu'elle s'était fait bouffer le bras par le requin. C'est-à-dire qu'elle s'en est pas rendue compte avant. Exactement. Et ça elle avait une combinaison, enfin, je sais pas, parce que... Ça, je sais pas. Ouais. Et ça fait référence à qu'est-ce qui est la priorité actuellement. Est-ce que c'est avoir mal et protéger mon bras, ou rester en vie et revenir à la plage ? Et donc là, dire qu'on a mal... Sur le moment, c'est peut-être pas si important que ça. Il vaut mieux retourner à la plage et puis le bras, on s'en occupera après. Mmh. Si ça pouvait marcher à ceux qui ont des sciatiques, le truc, c'est qu'il n'y a pas un requin derrière nous quand on a une sciatique en général. Mais est-ce que ça veut dire qu'on pourrait faire diversion à la douleur, à cette douleur du cerveau ? C'est possible. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et justement, ce qu'on appelle la modification du focus attentionnel ou la distraction, ça peut être une des stratégies pour essayer de moduler la douleur en consultation. Par exemple, quand le patient a mal ou qui fait un exercice qui fait mal, on peut lui demander de chanter une chanson ou de réciter l'alphabet à l'envers. Et du coup, en fait, ça va tellement l'occuper cognitivement parlant, si vous voulez, que ça peut moduler la douleur complètement et il oublie qu'il a mal parce qu'il est concentré sur l'alphabet. Il y a un autre exemple dans votre livre, c'est celui qui se fait mordre par un serpent aussi. Ouais. Alors lui, ce qui est encore plus étonnant, c'est que ça fait 20 ans qu'il étudie la douleur. Oui, en plus, oui. Il s'est quand même fait avoir, entre guillemets. Ouais. Il est dans un endroit qu'il adore, en vacances, c'est trop cool. Il sent un truc sur son pied, mais il se dit ouais, ça doit être une brindille sans plus. Il se trouve que c'est un serpent mortel et qu'il a vraiment eu chaud pour sa vie à ce moment-là. Et puis, je crois que c'est quelques années plus tard, il est dans un parc, il ressent la même sensation. Là, il a une douleur tout de suite électrique dans la jambe, ils appellent les pompiers, etc. Et en fait, c'était pour le coup juste une brindille, là. Et donc, du coup, la douleur, elle dépend de nos expériences passées. Et vu que la deuxième fois, ça ressemblait à la première fois, et que la première fois, il a failli passer, là, du coup, le cerveau a réinterprété le message en se disant « Ok, là, ça craint de ouf, on va mettre une grosse douleur parce qu'il faut qu'il arrête ce qu'il est en train de faire. » Et au final, fausse alerte. Vous travaillez sur ces points avec ceux qui viennent vous voir en consultation, justement ? Ces points, c'est-à-dire ? C'est-à-dire pour justement court-circuiter une douleur, on va dire chronique, ceux qui ont des lombalgies chroniques ou... Si vous acceptez le mot de lombalgie, d'ailleurs. Oui, bien sûr, complètement. C'est une douleur de la région lombaire. Ouais. On travaille sur ces points. Ce n'est pas forcément des exemples que je vais citer tout le temps. Ce sur quoi on va travailler, ça va être peut-être plus les appréhensions qu'a le patient et les conceptions qu'il a de son dos. S'il pense que son dos il est abîmé, qu'il est cassé, c'est peut-être logique d'avoir des comportements de protection vis-à-vis de ça. Qu'il est plein d'arthrose. C'est ça. Alors que c'est pas forcément corrélé ou que le mouvement va pas empirer l'arthrose. Donc ouais, on va plutôt travailler sur ces croyances. Après, oui, on peut saupoudrer d'exemples comme le serpent ou le requin qui sont très parlants pour dire qu'il n'y a pas de corrélation entre l'intensité de la douleur et ce qui se passe dans le corps. Et que oui, c'est plus là actuellement l'opinion du cerveau sur la situation, mais qu'on peut aider le cerveau à changer d'avis. Et on parle de votre dos ce matin avec Olivia Ferrand qui est avec nous, co-autrice de Tiens-toi droit, 50 idées reçues enfin démystifiées aux éditions Flammarion. Alors il y a beaucoup d'idées reçues, par exemple qu'on se bloque le dos parce qu'on fait un faux mouvement. Effectivement. Alors ça, c'est un mythe. On l'a pas retrouvé dans la littérature parce que bizarrement, c'est très francophone et dans les pays anglo-saxons, vous entendrez jamais j'ai fait un false movement. Donc ouais, c'est très français. On n'a pas trouvé d'études du coup pour le casser directement. Mais en fait, avec le modèle de compréhension qu'on a de la douleur aujourd'hui, on pense que ce serait plutôt un mouvement qui était peut-être pas adapté pour vous ce jour-là. Et si c'était juste attraper votre brosse à dents, ça peut être aussi la faute à pas de chance, comme on disait tout à l'heure. La douleur de dos, c'est un peu comme un rhume aussi, ça arrive à tout le monde. Et du coup, voilà. Mais ça veut pas dire dire que le faux mouvement, en tant que tel,
n'existe pas. Si C'est ça. des faux mouvements existent, c'est que des vrais existent aussi. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, c'est une question à laquelle on ne sait pas répondre. Donc, non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire les mouvements. C'est pas parce qu'une fois, en attrapant la brosse à dents, ça s'est mal passé qu'il faut arrêter de se brosser les dents. C'est qu'il y a cette idée très répandue qui dit que si on veut déplacer quelque chose de lourd, Ouais. il faut plier les genoux. Exactement. Alors ça, pareil, c'est beaucoup plus nuancé dans la littérature. Au niveau des études scientifiques, on a des données jusqu'à 15 kilos, où on se rend compte que ce soit de plier les genoux ou de soulever les jambes tendues, ça n'a pas vraiment de différence au niveau du résultat sur le disque. Alors donc jusqu'à 15 kilos. Ouais, jusqu'à 15 kilos. Au-delà de 15 kilos, de toute façon, il vaut mieux être entraîné pour pouvoir le faire et que ça se passe bien. Au-delà de 15 kilos, on va plutôt conseiller, ce qui va changer un petit peu, c'est de rapprocher le poids de soi le plus possible pour le soulever. Après, jambes tendues ou jambes pliées, c'est plutôt comme on se sent confortable. Et si vous avez un travail où justement il faut beaucoup porter, là on conseille peut-être plus de varier plutôt que de toujours faire soit jambes tendues, soit jambes pliées. Mais après, si vous êtes amené à faire ça occasionnellement, il n'y a aucun problème. Autre idée reçue, je me suis coincé un nerf. Ok, alors ça correspond pas du tout à une réalité anatomique. Effectivement, quand on regarde des imageries, il peut y avoir ce qu'on appelle un conflit sur le compte-rendu, donc une structure qui vient embêter un petit peu le nerf. Ça peut donner des signes. Mais coincer un nerf dans le sens où il serait décoinçable avec des techniques manuelles, ça correspond pas du tout à une réalité anatomique. C'est-à-dire, on va chez son ostéo pour se faire décoincer. Enfin, c'est l'idée. C'est l'idée. Ça, c'est faux. C'est sur les mêmes mécanismes que ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, ça sécrète des endorphines, etc. On redonne confiance dans le mouvement, on module la douleur, mais il n'y a pas de nerf qui s'est coincé. Donc, vous êtes en train de nous dire ce matin qu'un ostéo ne vous décoince pas. Malheureusement, non. S'il y en a qui vous décoincent, c'est que ce sont On décoince une situation. Mmh. Vous nous expliquez que l'ennemi du dos, et c'est quelque chose que de plus en plus de gens sont en train de nous dire, c'est la sédentarité. C'est si nouveau que ça, la sédentarité, ou ça existait avant ? Je pense que ça existe depuis pas mal d'années, mais si on remonte à la préhistoire, là, ça existait un petit peu moins, au temps où il fallait aller chasser pour se nourrir ou des choses comme ça. En ce moment, tout le monde en revient aux chasseurs-cueilleurs. Ouais. Bon. C'est très mainstream. C'est vrai que c'est un exemple qu'on parle de plus. Mais on a l'impression que vraiment la sédentarité, ça a commencé il y a 10 ou 15 ans. Vous voyez ? Oui. Alors non, c'est sûr que ça a commencé il y a plus longtemps. Et maintenant, on a un petit peu eu un discours fataliste sur c'est normal qu'on ait mal parce qu'on est tout le temps sédentaire. Oui, mais en fait, il y a beaucoup de moyens de remédier à ça et c'est pas la peine d'aller passer sa journée à chasser pour ne pas avoir mal au dos. Ce qu'on recommande maintenant, ça va être de faire des pauses pendant les périodes de sédentarité. 2 à 5 minutes, ça suffit. Et c'est même plus intéressant de faire ces 2 à 5 minutes de pause que de faire la semaine sédentaire et puis tout le sport le week-end. D'un point de vue cardiovasculaire, etc., c'est plus protecteur pour la santé de faire des pauses régulières que tout le sport le week-end. Alors quand vous parlez de pauses régulières, c'est-à-dire ? Ça peut être... dans les études, ils ont fait 2 à 5 minutes et ça peut être aller prendre un café, aller aux toilettes, faire un petit tour de marche ou faire la chaise 30 secondes contre le mur ou quelques pompes ou des squats, des exercices classiques, des exercices qui vous plaisent et que vous êtes à l'aise de faire. C'est Didier Deschamps qui fait la planche pendant plus d'1 heure par jour. C'est vrai. Ouais. C'est du gainage. Ouais, alors ouais, ça je suis pas sûre, mais parce que c'est un exemple que vous prenez aussi, parce qu'il y a des modes en termes de sport. Vous, le gainage, en tant qu'ostéo, je veux dire. Je suis pas contre. Après, si ça vous fait plaisir, faites-le. Il faut juste pas que ça entretienne l'idée selon laquelle il faut avoir des abdos super forts pour protéger le dos. C'est comme si je vous disais serrez le poing toute la journée là et puis on en reparle à la fin de la journée, vous aurez mal jusqu'à l'épaule parce qu'en fait c'est pas naturel d'être comme ça et qu'au bout d'un moment forcément que la douleur elle remonte. Mais on l'entend beaucoup ce message. Si vous voulez avoir un bon dos, renforcez vos abdos et la ceinture abdominale. Ouais. Au final, c'est pas pertinent. Il y a des études qui ont comparé justement le renforcement des abdos sur un programme spécifique avec un programme d'exercice généralisé dans l'autre groupe. Et il n'y a pas de meilleur résultat, en fait.
Mais vous me parlez des études, vous ne parlez pas de votre expérience, en fait. Ah ouais, alors du coup... Moi, j'aime bien les études, mais à un moment donné, vous, dans votre pratique quotidienne. Alors concrètement, c'est vrai que ce qu'on appelle un comportement maladaptatif, quand il y a des patients qui ont mal au dos qui viennent, eux justement, ils vont avoir le réflexe de serrer les abdos dès qu'ils bougent, de faire des apnées, etc. Et ça, pour le coup, ça peut aider un temps quand la douleur est très aiguë. Le problème, c'est que quand le comportement il traîne, il peut faire perdurer la douleur parce qu'il est plus adapté à la situation. Et en fait, plus on a ces comportements de protection, de serrer les abdos, de faire des apnées, plus on continue d'envoyer le message au cerveau, là, il faut protéger, et du coup, c'est pas des bonnes raisons de baisser le système d'alarme. Alors que si on fait expérimenter aux patients que si vous relâchez le ventre, c'est comment pour vous, et si on fait ça sur des respirations, ou si même on gonfle le ventre, quand les patients se rendent compte que, ah oui, en fait, ok, ça va, et c'est même plus confortable, et là, du coup, il y a quelque chose qui se crée dans la consultation, et ça aide justement à se sentir plus mobile à la fin. Donc, si on vous suit, le système d'alarme du cerveau envoie la douleur, en gros. Ouais. Pour dire qu'il y a quelque chose qui, dans l'interprétation, qui craint. C'est ça. Il y a de la fumée. Il y a de la fumée. Ouais, on va dire qu'il y a de la fumée avant l'incendie. Ou pas forcément. Non, ou pas. Pas toujours. Ça se voit principalement dans les gens qui ont la douleur depuis longtemps, les douleurs persistantes, où parfois il n'y a même pas de fumée. En fait, la douleur, on pourrait comparer ça à une compétence, et ça fait tellement longtemps que vous avez mal, vous avez très bien appris à avoir mal, et vous êtes devenu compétent pour avoir mal tout le temps, alors qu'il n'y a même plus de fumée en fait. Et c'est ça un peu l'enjeu des douloureux persistants, c'est de tout réapprendre, justement en changeant des trucs, en changeant le contexte, en changeant l'attention ou des choses comme ça, pour faire comprendre au cerveau que on peut réapprendre à pas avoir mal. Et comment on réapprend à pas avoir mal? Alors ça va être, ça passe énormément par le mouvement, ou ça peut passer par la thérapie manuelle. Il y a des patients qui vont se tourner vers les thérapies dites complémentaires aussi. La douleur persistante, c'est très compliqué et chacun s'accroche un petit peu à ce qu'il peut. C'est associé à pas mal d'errances médicales aussi. Donc ça dépend. Là, c'est vraiment du cas par cas. Il faut vraiment des consultes personnalisées. Quand on parle de douleur persistante, c'est pas quelqu'un qui a une sciatique tous les 3-4 mois. Non, ça va être plutôt récurrent, persistant. C'est vraiment, c'est là tous les jours, quoi. On a beaucoup associé ces derniers temps les maux de dos et la douleur avec le temps qu'on passait assis sur une chaise. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Alors, dans la littérature, c'est assez flou. Et donc, c'est là où on en revient aux pauses. C'est pas une fatalité en soi d'avoir un travail sédentaire. C'est pas mauvais pour vous. Vous n'êtes pas condamné, entre guillemets. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire les pauses régulières. Parce que y a cette idée que la situation la pire pour le dos, c'est d'être assis. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, par exemple dans leur voiture, qui ont des métiers où ils sont obligés qui sont amenés à beaucoup se déplacer en voiture, ou alors qui travaillent parce qu'ils sont chauffeurs routiers, parce qu'ils sont chauffeurs-livreurs, parce qu'ils sont chauffeurs de taxi ou ambulanciers. Est-ce que vraiment cette position assise est la pire des positions pour le dos? Non. Et alors, si eux sont confortables, en fait, ce qui va être très important dans ce genre de métier, c'est d'avoir un poste qui est confortable pour eux. Donc ça se gère en modifiant les sièges, la hauteur, les réglages, etc. Ça va être ça le plus important, sans oublier toujours les pauses. Mais à partir du moment où ils sont confortables, qu'ils arrivent à faire leur pause, ça c'est OK. Donc pour quelqu'un qui a un métier de la route, il fait une pause tous les combien à peu près? Toutes les 1h30, 2h, je pense. Et là, on en revient à 5 minutes, c'est ça? 2 à 5 minutes, ouais. 2 à 5 minutes. Marcher, s'activer un petit peu, se dégourdir les jambes, voilà. Vous avez certainement entendu cette injonction « Tiens-toi droit, sinon tu vas avoir mal au dos ». On parle des idées reçues qu'on essaye de démystifier ce matin avec mon invité qui s'appelle Olivia Ferrand, qui est ostéopathe et qui a coécrit « Tiens-toi droit ». 50 idées reçues, enfin démystifiées aux éditions Flammarion. Alors en parlant des idées reçues sur le dos, les fameux étirements. Il faudrait s'étirer avant et après l'entraînement pour ne pas avoir de courbatures. Alors ouais, ça pour le coup, idée reçue, on n'a pas trouvé de papier qui allait dans ce sens.
quand on compare des gens à qui on va prescrire des étirements et des gens à qui on ne va pas en prescrire, au final, on retrouve pas forcément de bénéfices, et que ce soit en termes de courbature et que ce soit en termes de prévention des blessures également. Pareil, les étirements présentent pas forcément d'intérêt. Quand on a une situation douloureuse, si vous expérimentez que ça vous fait du bien, pourquoi pas, parce que en fait, ça va pas allonger le muscle, ça va plutôt augmenter la tolérance à la douleur. Alors, je sais que, justement, dans étirement, il y a étirer. Alors, il y a cette idée que ça étire et que ça allonge le muscle. Ouais, c'est une idée reçue qui accompagne pas mal les étirements. Ah, c'est pas vrai. Alors, plus on s'étire, plus ça étire pas le muscle. Le principe d'un étirement, c'est qu'on va écarter les insertions musculaires sur 30 secondes d'étirement, par exemple. À partir du moment où vous relâchez l'étirement, votre muscle, il n'a pas augmenté de longueur à la fin de l'étirement. Il a plutôt augmenté sa tolérance à la douleur, mais vous n'avez pas un muscle plus long. C'est pas parce qu'on ne touche pas le bout de ses pieds avec la pointe des mains, parce que on l'a tous essayé, très facilement, et qu'on met les mains à plat, qu'on est plus raide. Alors, oui, a priori, vous êtes un peu plus raide, mais on ne peut pas dire que c'est un facteur prédictif de mal de dos. On ne peut pas le relier au mal de dos. Est-ce que les étirements, ça fait moins de courbatures, oui ou non? Est-ce qu'on le sait? Non. Ça n'a aucun lien. Non. Je pense à tous les sportifs qui s'étirent avant et qui détestent ça en plus. Ouais. Tu sais, quand vous êtes sur les barres, là, avant d'aller faire votre footing, en train de vous étirer la jambe et d'attraper votre pied avec votre main. Ouais, alors ça, c'est pas spécialement recommandé. Pour le coup, avant l'entraînement, on recommande vraiment l'échauffement, mais les étirements, pas spécialement. Il y a peut-être même quelques arguments en faveur d'une diminution des performances pour des étirements avant l'entraînement. Oui, alors il faut être bien de dire, on n'a pas dit pas d'échauffement, on a dit pas d'étirement. C'est ça. Bon, vous pouvez commenter si vous n'êtes pas d'accord sous la vidéo, tous les sportifs qui vont vous dire que non, vous allez voir, les étirements c'est très très bien et que finalement ils ont gagné en souplesse. Et que Après, si eux sentent que ça leur fait du bien et que ça les aide, c'est pas contre-indiqué non plus en fait. La question, c'est que ça n'a aucun lien avec, ça ne diminue pas les courbatures, si je vous ai bien compris. Exactement. Bien. Alors la tendinite, vous êtes d'accord avec le mot tendinite ou pas? Alors, tendinite, du coup, il y a le suffixe -ite qui fait référence plutôt à une inflammation. C'est un suffixe qu'on met quand il y a des pathologies inflammatoires. Et au final, on s'est rendu compte que les tendinites, maintenant on dit plutôt tendinopathie, n'avaient pas toutes justement de composantes inflammatoires. Ça s'apparente à une modification de la structure du tendon, parfois avec de l'inflammation, parfois sans. Donc maintenant on dit tendinopathie pour plutôt pathologie du tendon. Alors pourquoi ça fait mal une tendinite? Alors parce que justement il peut y avoir de l'inflammation, parce que le tendon en fait globalement va être plus sensible et il va déclencher de la douleur plus facilement. Son système de détection de menaces est plus alerte sur cette partie-là du corps et du coup fait plus facilement expérimenter de la douleur, et ça va se moduler justement avec des exercices où on peut prendre les anti-inflammatoires, et c'est pour ça que les anti-inflammatoires sont pas efficaces sur toutes les tendinites, probablement parce qu'elles n'ont pas toutes de l'inflammation en fait. Alors, en cas de tendinite, c'est repos. Combien de temps? C'est pas repos, justement. C'était l'idée reçue qu'on avait voulu dépoussiérer. Ça va plutôt être exercice et ce qu'on appelle remise en contrainte progressive. Donc, faire ce qu'on peut, mais ne pas laisser le tendon au repos, justement. Disons que sa zone de confort, elle s'est drastiquement rétrécie. Et l'enjeu, ça va être de toujours travailler sur les limites de cette zone de confort pour l'agrandir de plus en plus et retrouver ce qu'elle était avant. D'accord. Alors, quel est l'exercice approprié à une tendinite? Alors, ça dépend de la tendinite, du coup, mais on peut jouer sur différents types de contractions, comme ce qu'on appelle des contractions concentriques, où on va rapprocher les insertions du muscle, excentriques, où on va les écarter, ou isométriques, où elles ne bougent pas. Donc là, il faut l'avis d'un professionnel. Avis d'un professionnel, et ça, donc ça une rééducation avec un kiné, avec un kiné. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer. Alors, ce qui m'a passionné, c'est l'histoire, alors pas de Thomas Pesquet, mais quand même, c'est ce qu'on appelle un os sous contrainte. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un os sous contrainte? Alors, un os sous contrainte, c'est un os qui va subir ce qu'on lui impose, entre guillemets. Donc, nous, là, sur la Terre, on s'en rend pas forcément compte, mais nos os sont contraints par la gravité.
Et puis par tout ce qu'on va leur appliquer après, l'activité physique, la contraction d'un muscle, etc. Mais donc du coup, oui, l'exemple de Thomas Pesquet, c'est que quand il va dans l'espace, il est plus soumis à ces contraintes et donc du coup, les os vont s'adapter en étant moins forts, entre guillemets, et c'est pour ça qu'il a un gros programme de rééducation quand il revient sur la Terre pour supporter plus facilement la gravité. Et en gros, ça fait référence au fait que plus on applique des contraintes au corps, plus il va se renforcer. Donc, ce qui veut dire que finalement, c'est bon. C'est bon. C'est ça, la contrainte est bonne pour notre... Exactement, ça renforce. Comme la course à pied, par exemple, on a longtemps dit que Alors. les impacts, etc., c'était mauvais pour le dos. Toutes les études qu'on a fait, qui ont été faites chez les coureurs, se rendent compte que les disques, en fait, sont plus épais. Et donc, ce phénomène de renforcement par les contraintes, on le retrouve sur les disques, sur les os, sur les tendons, sur les ligaments, enfin, vraiment partout dans le corps. On ne sait plus qui croire, parce qu'il y a ceux qui vous disent que finalement, non, la course à pied, c'est mauvais, et que c'est trop violent pour le corps, et puis vous qui nous dites que finalement, contrairement à ce qu'on dit, la course à pied, c'est pas mauvais, et c'est pas mauvais pour le dos. Ouais, effectivement, je comprends que ce soit très déroutant. Déjà, il y a un énorme gap entre quand une étude sort et quand elle commence à arriver dans l'enseignement, dans la pratique clinique, etc. Ce gap, il est en moyenne de 17 ans. Et donc, en fait, quand on a essayé de comprendre le mal de dos et qu'on n'avait pas toutes les connaissances qu'on avait aujourd'hui, légitimement, on s'est dit, peut-être que c'est les impacts qui font mal, peut-être que c'est parce que le dos est pas droit que ça fait mal, etc. Et donc, en fait, on a vraiment construit un grand méchant loup autour du dos, de la douleur, etc. Et maintenant, toutes les études, et c'est pour ça qu'on a fait le livre, c'était pour redonner confiance aux patients dans leur corps et leur dire que peut-être le loup, il n'est pas si grand et il n'est pas si méchant. Et après, il y a une autre étude qui va sortir et dire, ça fait pas mal au dos, mais qu'est-ce que ça fait mal aux genoux? Ouais. Alors, et puis surtout, vous courez pas si vous avez les pieds plats. Ouais, alors ça aussi, ça a été étudié. Course et pieds plats, pas directement, mais du coup, course et genoux, les cartilages étaient plus épais dans les genoux. Et pour les pieds plats et la course en particulier, ça n'a pas été étudié. En revanche, pour les pieds plats, et déjà, c'est très difficile de définir ce qu'est un pied plat. Et pour cette forme de pied et le mal de dos, on ne retrouve pas de lien, en fait. C'est-à-dire que Comment ça, c'est difficile de définir ce que c'est qu'un pied plat? Normalement, vous allez chez le kiné, il vous dit, vous avez les pieds plats, vous. C'est difficile de faire des normes, en fait, quand on compare toute la population. Il y a plein de formes de pieds différentes, comme il y a plein de formes de dos, comme il y a plein de formes de nez. Et on respire pas mieux avec un grand nez et on marche pas moins bien avec des pieds plats. Mais est-ce qu'on a plus mal au dos? C'est ça la question, en fait, finalement. Et du coup, non, ils n'ont pas retrouvé de lien, en fait, sur les populations de lombalgiques, de gens qui n'avaient pas mal, en faisant les statistiques avec la forme de leurs pieds, qu'ils ont essayé de définir en plusieurs catégories. Ils n'avaient pas retrouvé le lien, il y avait le même pourcentage à chaque fois, très similaire, et donc, du coup, possiblement pas à mettre en lien, quoi. On parlait tout à l'heure des ostéos aux mains magiques. Vous savez qu'il y a des ostéos qui sont capables de dénouer les nœuds. Ce qu'on appelle les nœuds musculaires. D'ailleurs, vous avez peut-être une amie chez vous qui commence à vous masser et qui vous dit « Ouh, je sens les nœuds ». Ouais. Et donc, alors là, c'est un grand mythe. Vous dire que les nœuds musculaires, on les sent pas forcément à la main. On les sent pas forcément à la main. On n'est pas fiable donc pour les détecter. Et après des exercices où on va mettre vraiment en contrainte le muscle, au final, quand on repalpe, les zones qu'on pensait indurées, entre guillemets, sont pas les zones les plus sensibles et c'est plutôt les zones souples, entre guillemets, du muscle, où il n'y a pas de point d'induration, qui vont être sensibles. Et donc, d'autant plus que ces points d'induration-là... Alors, induration pour tout le monde, puisque vous avez... Ouais, un petit peu plus tendu, un muscle qu'on va sentir un petit peu plus rigide. On les retrouve en même proportion chez les gens qui ont pas mal au dos, en fait. Donc, d'accord, c'est des points pas plus douloureux, c'est ça? Ouais, pas ça plus vient douloureux. d'où, cette notion de nœud musculaire? Pareil, je pense que c'est quand on a essayé de comprendre comment fonctionnait la douleur et comment on pouvait la soulager. Il y a des modèles théoriques qui ont été formulés pour dire peut-être que si on y appuie sur les gros points, ça va aller mieux. Ça peut soulager, toujours pareil. C'est pas le plus pertinent, mais pourquoi pas en vrai. Ça fait pas de mal. Vous dites que c'est un abus de langage, en fait. Un petit peu, ouais. Bon.
Il y a aussi une notion alors qu'on a développée depuis des années, c'est le fait de se faire craquer les articulations ou pas. Donc, est-ce que se faire craquer les articulations, déjà, c'est mauvais pour l'arthrose ? Alors non, pas du tout. Ce qui se passe quand une articulation, elle craque, c'est qu'il y a juste une bulle d'air qui se crée dans l'articulation et qui peut se dissoudre quelques minutes après. Et on peut régulièrement se faire craquer les articulations. Sur les études qui ont suivi les patients qui se faisaient régulièrement craquer, comparé à des gens qui ne se faisaient pas craquer, on a les mêmes proportions d'arthrose ou de modifications à l'imagerie. Alors ça vient d'où cette idée que de faire craquer les articulations, c'est mauvais pour l'arthrose ? Enfin en tout cas ça favorise l'arthrose. Alors ça pour le coup, je ne saurais pas vous dire d'où ça vient. Parce qu'on n'a pas trouvé, en fait. C'est une idée reçue comme ça ? Idée reçue, ouais, comme ça. Pour le coup, alors, l'idée de se faire craquer le cou, attention, je ne recommanderais pas forcément. C'est que quand vous allez vous faire masser dans les cabinets de massage, il y en a qui vous font craquer la tête. Ça, je pense que c'est un peu hasardeux de le faire et risqué pour pas grand-chose. On ne se fait pas craquer les cervicales ? Ce qui se passe au niveau des articulations cervicales, il n'y a aucun problème. Enfin, c'est le même craquement que dans n'importe quelle autre articulation. Donc, pour les articulations de votre cou, il n'y a aucun problème. En revanche, c'est un peu plus risqué au niveau de ce qui se passe dans le système des artères du cou, qui est un peu complexe et qui est à risque de dissection artérielle ou d'AVC ou de choses pas très cool. Donc, juste pour se faire craquer le cou, peut-être que ça vaut pas le coup. On va terminer avec une des pratiques assez courantes. Beaucoup vont chez l'ostéo pour se faire replacer le bassin. En tout cas, parce que quand on a le bassin un tout petit peu, vous savez, décalé. Alors, vous là-dessus, quelle est votre position sur ce fameux décalage du bassin et quelle est l'efficacité de la remise en place ? Alors, la manipulation, elle soulage. Ensuite, pour repérer si un bassin était décalé ou pas, on s'est rendu compte que la main humaine, elle n'est pas du tout fiable pour repérer ça. Et ensuite, on a fait les manipulations aux patients qui avaient des asymétries de bassin. On se rend compte qu'après la manipulation, rien n'a bougé, mais qu'ils sont soulagés quand même. Donc, c'est pas parce qu'on a remis le bassin en place qu'ils ont été soulagés. Ce qu'on dit dans le livre, c'est que constater combien d'argent rapporte la petite souris, ça prouve pas son existence. Donc en fait, ça valide. C'est pas parce que ça marche que ça valide forcément l'hypothèse par laquelle on pense que ça a marché. C'est d'autres mécanismes qui font que ça soulage, mais c'est pas parce qu'on a remis un truc en place. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que a priori on se le déplace pas et donc vous n'êtes pas dépendant d'une manipulation pour qu'on vous le remette en place. Il y a plein de trucs à faire. La manipulation, pourquoi pas, et puis des exercices, consulter. Voilà, on ne se déplace pas plus le bassin qu'on ne se déplace les vertèbres. Exactement, la vertèbre déplacée, c'est un peu le même principe. Sur toutes les études qui ont mis des repères avec de l'imagerie, on se rendait compte qu'après la manipulation, la vertèbre, elle n'a pas bougé, et que tout ça, ça ne correspond pas à une réalité anatomique, même s'il y a des études qui ont demandé, parce que parfois on sent vraiment qu'elle est décalée, on se sent de travers ou des choses comme ça. Il y a des études qui ont demandé à des patients qui avaient mal depuis longtemps justement, de dessiner à quoi ils sentent que leur dos ressemble, pas à quoi leur dos ressemble vraiment dans le miroir. Ils vont vraiment dessiner des vertèbres à côté ou des parties très gonflées de leur dos. Et ça, c'est un phénomène qu'on peut voir particulièrement dans les douleurs persistantes, c'est des modifications de perception de la région douloureuse. Et ça se travaille en fait avec la thérapie manuelle et les exercices. La suite est dans votre livre, Olivia Ferrand, que vous avez coécrit avec Antoine Coulis, qui est kinésithérapeute. Ça s'appelle Tiens-toi droit, 50 idées reçues. Enfin, démystifier chez Flammarion. Vous pourrez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Philippe. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.